Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez pour cette session d'information, communément appelée revue annuelle, c'est dire que nous allons vivre ou revivre pour certains les grands moments politiques, économiques, culturels et sportifs ayant marqué l'année 2024. Et oui, l'année 2024 a été une année décisive pour les Comores sur les plans politiques et diplomatiques. On note la réélection dès le premier tour d'Azali Assoumani en janvier 2024 pour diriger les Comores une fois de plus, et notamment la présidence historique de l'Union africaine. Alors que l'Union des Comores s'apprête à prendre la présidence de la Commission de l'Océan Indien, en cette année, le pays trace une nouvelle trajectoire entre ambition démocratique et défis nationaux. Amida Achatamadi. C'est au stade Malouzini, devant plus de 11 000 spectateurs, que le président Azali Assoumani a été investi pour un troisième mandat en janvier 2024. Na uaminifu ya dhamana na rihazo havzitekeleza he faida jumla ya ho umma hamastohi ya he sharia mshini. Cette cérémonie prestigieuse a vu la présence de nombreux chefs d'État africains et de dignitaires internationaux, dont des représentants de la Chine et de la France. Le mandat du président Azali à la présidence tournante de l'Union africaine, achevé en février 2024, a marqué une étape importante pour les Comores. Parmi ses réalisations, l'admission de l'Union africaine comme membre à part entière du G20 et les avancées sur la ZLECAf. Mais des défis ont marqué cette année, notamment les coups d'État au Niger et au Gabon. Nous pouvons nous féliciter de la qualité de notre diplomatie. Notre pays a en effet eu l'honneur, en 2023, pour la première fois de son histoire, de présider l'Union africaine qui, modestement parlant, grâce à cette présidence, on a obtenu l'intégration de notre organisation continentale au sein des pays du G20 dans le cadre de cette présidence. Nous avons aussi accueilli des événements importants dans notre pays, notamment la rencontre sur l'économie bleue et la consultation sur la masculinité positive. Nous avons en outre fait un plaidoyer convaincant en faveur de l'accélération de la mise en place de la ZLECAf et de la réforme de l'architecture financière mondiale ainsi que des investissements verts. Notre pays a été admis à l'Organisation mondiale des commerces en cette année 2024. Aujourd'hui, j'entends poursuivre ces efforts et les consolider par une diplomatie économique qui servira de levier de croissance pour notre pays, notamment dans le cadre de la ZLECAf ou de la Commission de l'Océan Indien, dont notre pays pourrait assurer la présidence durant l'année prochaine 2025. Sous la direction du président Azali Assoumani, le gouvernement comorien se renouvelle avec des leaders jeunes et dynamiques. À seulement 35 ans, le ministre de l'Environnement et du Tourisme devient le plus jeune ministre de l'histoire des Comores, un symbole d'avenir pour le pays. Ce vent de changement se reflète aussi dans l'ascension des femmes en politique. Fatima Ahamada fait ainsi historique en devenant la première porte-parole du gouvernement, un pas important vers l'égalité des genres. 2024 a vu une montée en puissance de la jeunesse dans le paysage politique comorien. Le parti Ouché, fondé principalement par des jeunes, incarne cette dynamique. Nous devons être présents là où les décisions sont prises pour pouvoir réellement
apporter de la valeur pour pouvoir réellement porter notre voix et pouvoir réellement participer au développement du pays. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est vraiment la construction de notre offre politique qui est déjà en cours et qu'il y a une partie du travail qui a été déjà fait et justement le présenter à la population comorienne. Maintenant, savoir si on est de l'opposition ou on est du régime, on considère que toutes celles et ceux qui ont géré le pays depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il y a bientôt 50 ans, ont participé, ont contribué, ont fait ce qui peut-être à leur niveau devait être fait, mais on considère qu'il y a beaucoup de travail qui devait être fait et qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui et que c'est à nous aujourd'hui parce qu'on a quand même un capital humain intéressant, prêt justement à déployer l'énergie, l'intelligence et les sacrifices nécessaires pour pouvoir en tout cas apporter sa pierre à la construction du pays. Nous, on sait justement qu'il y a des sacrifices à faire, qu'il y a des efforts à déployer et je pense que si aujourd'hui on a pris cette décision de mettre en place ce parti, c'est parce que nous sommes réellement prêts à aller au front, pas justement pour aller combattre avec des armes, voilà, un régime, mais justement pour aller présenter une nouvelle offre politique qui naturellement participera en tout cas au développement de notre pays. Nous allons entamer l'année 2025 avec des défis cruciaux et relever les objectifs importants à réaliser. Il s'agit, entre autres, de lutter contre la vie chère, du lancement des travaux d'aménagement de Moroni, Moutsamoudou et Fomboni, du lancement du processus de préparation du 7e Jeux des îles de l'océan Indien, de la gestion effective et durable des déchets, de la matérialisation de la politique « Un jeune, un emploi ». Mais la réalisation de ces nobles ambitions ne se fera non sans avoir préalablement assuré une augmentation significative et une meilleure sécurisation des ressources de l'État. Et j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de vous informer que toutes ces priorités sont déjà inscrites dans le cadre du budget 2025, précurseur du budget programme que nous envisageons à très court terme. Renforçons les mécanismes de coordination et de communication entre les ministères et les directions générales. Garantir une gestion efficace des ressources publiques en gardant à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, ce premier forum gouvernemental marque le point de départ d'un processus dynamique et inclusif. Je vous invite ainsi à travailler avec détermination et rigueur pour que notre administration demeure un pilier solide au service des citoyens et du développement de notre pays. Nous avons le privilège et la responsabilité d'accompagner le président Azali Assoumani dans sa vision ambitieuse pour les Comores. Faisons de cette année une année de succès, de résilience et de progrès pour notre nation. 2024 a posé les bases pour des années cruciales à venir, avec la présidence des Comores à la COI en 2025 et les préparatifs pour les Jeux des îles de 2027. Le pays s'affirme sur la scène régionale et internationale. Les Comores, entre défis et opportunités, continuent de tracer leur chemin vers la paix, le développement et le rayonnement international. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a marqué des empreintes indélébiles durant son mandat à la tête de l'Union africaine. Son leadership a projeté l'image des îles Comores de par le monde. On peut citer aussi d'autres personnalités qui se sont démarquées à l'échelle internationale. Le récit de Halid Mzouri. Azali Assoumani, une année sous les projecteurs continentaux, la présidence tournante de l'Union africaine, assumée par Azali Assoumani en février 2023. Pour les Comores, pour la première fois, cet archipel de l'océan Indien a occupé une place centrale dans les discours continentaux. Azali Assoumani s'est illustré en plaidant pour une Afrique unie face aux défis communs, tels que le changement climatique
et le développement économique. Il a également mis en avant les besoins spécifiques des petits États insulaires, souvent marginalisés dans les grandes discussions internationales. Cependant, cette reconnaissance internationale s'est accompagnée des critiques croissantes sur le plan national. Les réformes constitutionnelles et les choix de gouvernance du président Azali Assoumani. Je voudrais ensuite adresser mes très sincères remerciements aux membres du bureau de l'Union africaine qui viennent de faire un grand honneur à mon pays, l'Union des Comores, en lui confiant, et ce pour la première fois de son histoire, les destinées de notre organisation continentale. Avec une superficie très réduite et une population de moins de 1 million d'habitants, en permettant à l'Union des Comores de diriger le continent africain, notre organisation vient de prouver au monde sa conviction que tous les pays ont les mêmes droits et jouissent des mêmes libertés. Diplomatie comorienne des figures en première ligne. En 2023-2024, plusieurs diplomates comoriens se sont distingués sur la scène internationale, illustrant le dynamisme croissant de la diplomatie de l'archipel. Assoumani Youssouf Mondoha, ambassadeur en Éthiopie et représentant auprès de l'Union africaine, a été désigné doyen de corps diplomatique à Addis Abeba. Ce poste stratégique reflète son influence et son engagement à défendre les intérêts comoriens au sein de l'organisation panafricaine. L'Union africaine a dépêché une mission ici pour venir voir les autorités tchadiennes, mais également faire cette évaluation de la situation humanitaire ici au Tchad. Yahya Mahmoud Ilyas, ambassadeur au Maroc, a été nommé doyen des ambassadeurs africains à Rabat. Sa position consolide la présence des Comores dans les discussions diplomatiques régionales. De plus, en tant qu'ambassadeur des Comores au Maroc, je tiens à remercier mes collègues ambassadeurs qui travaillent sans relâche pour l'avenir de nos nations. Le Maroc est un pays ami de longue date et je me considère apte et déterminé à servir mon pays pour un développement harmonieux. Kabylia Chourti Mohamed, ambassadeur à Madagascar, a accédé au poste de vice-doyen de corps diplomatique à Antananarivo. Son expérience illustre le savoir-faire et la crédibilité des diplomates comoriens dans les sphères internationales. Mohamed Elamine Souef, un diplomate et intellectuel engagé, ancien ministre des Affaires étrangères. Mohamed Elamine Souef a continué à s'imposer comme l'une des figures majeures de la diplomatie africaine en tant que représentant spécial de l'Union africaine en Somalie et chef de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie à ATMIS. Il a joué un rôle clé dans les efforts de la stabilisation du pays. Parallèlement, il a enrichi les débats intellectuels avec ses publications sur la politique étrangère des Comores, renforçant le rayonnement académique. L'année 2023 a permis aux Comores de s'affirmer sur la scène africaine et internationale, en grande partie grâce à la présidence de l'Union africaine et au dynamisme de ses diplomates. Je tiens à vous rassurer que mon pays, l'Union des Comores, respecte les principes de la liberté, d'égalité, de paix et stabilité qui sont les garants du développement socio-économique. Je m'engage à redoubler d'efforts pour accompagner les petits États insulaires dans le développement de l'économie bleue. La mer regorge des richesses et il est du devoir de chacun de travailler ensemble pour barrer la route à la guerre. Nous devons également respecter l'agenda 2063 afin de redémarrer l'image de nos pays africains. En 2023-2024, les Comores ont franchi un cap historique en consolidant leur place dans les instances africaines. Cependant, pour que cette reconnaissance internationale profite pleinement à la population, un équilibre entre ambition diplomatique et réforme nationale s'impose. L'archipel se trouve à la croisée des chemins, capitaliser sur ses avancées tout en répondant aux attentes de ses citoyens. L'ambassadeur Badjirafil est l'une des personnalités ayant marqué la scène internationale. Originaire de Dzahani dans la région d'Itsandra Sud, il participe activement à des sommets pour mettre en avant l'importance de l'islam. Il joue également un rôle crucial au sein de l'UNESCO. Par ailleurs, Saïd Ali
président de la Fédération comorienne de football, s'est illustré en redonnant aujourd'hui une image positive à l'équipe de ses rencontres. L'ambassadeur Badawiya, quant à lui, figure parmi les doyens des ambassadeurs comoriens en poste à l'étranger. L'année 2024 a apporté de nouveaux progrès économiques en Union des Comores avec une croissance économique marquée par des investissements nationaux et étrangers, un paysage d'affaires à couper de souffle. Les Comores présentent un visage économique prometteur, mais à quel prix? Le point avec Sofia Hassani. Des plages idylliques, une capitale animée et une nature généreuse. Les Comores, au cœur de l'océan Indien, fascinent autant qu'elles se transforment. Avec une croissance économique projetée à 3,3% en 2024, en hausse par rapport au 3,1% de 2023. L'archipel affirme son potentiel économique. Le PIB par habitant a également progressé, passant d'environ $1 800 en 2023 à près de $2 000 en 2024 grâce à l'agriculture, la pêche et l'élevage. Les exportations de l'ilang-ilang, de la vanille et des clous de girofle, piliers de l'économie, ont également dynamisé cette croissance en apportant des devises essentielles au pays. En 2024, 505 nouvelles entreprises ont vu le jour grâce aux réformes économiques et au soutien de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANPI. 2024 a été une belle année parce qu'on s'est donné en 2024 un cap qui est le cap de 2027. Nous le savons, les Comores ont été choisis pour organiser les Jeux des îles de l'océan Indien. Et donc ça nous oblige à augmenter notre capacité d'accueil hôtelière, d'investir dans les infrastructures de transport, mais aussi les infrastructures sportives. Ça a donc été un déclencheur pour aller encore plus vite dans la dynamique qui a été engagée depuis 2019 avec la conférence des partenaires au développement de Paris et pour concrétiser des engagements avec des investisseurs. Donc en 2024, on a commencé plusieurs projets hôteliers. L'hôtel Ixandra où nous nous trouvons actuellement, qui a été repris par Talc Investment, qui est un fonds d'investissement émirati et qui a commencé des travaux pour reconstruire, rénover cet hôtel et en faire un hôtel dit de classe internationale, un hôtel 5 étoiles. Aussi conclu un contrat avec la société chinoise SGIAC qui a commencé les travaux de conception et puis bientôt les travaux de construction d'un hôtel sur la Corniche à Moroni, également un hôtel d'environ 130 chambres. Et ils ont signé dans le courant de l'année également un accord avec le groupe Sofitel. Donc c'est Sofitel qui exploitera cet hôtel et c'est une très bonne nouvelle puisque ça va hisser les conditions d'accueil des touristes ici aux Comores et proposer une nouvelle offre. Ces efforts ont attiré des investisseurs étrangers et encouragé l'entrepreneuriat local, consolidant les bases d'une économie en pleine mutation. Dans cet environnement paisible et attractif, des investisseurs étrangers comme Mohamed Devjani, un jeune entrepreneur indien, ont trouvé une terre d'opportunités. Nous avons commencé avec vraiment un petit projet et là aujourd'hui on a centaines d'emplois. On a créé ici. On fait de l'eau salama, on fait des mouchoirs, on fait des citernes plastiques, on fait des restaurations, on est dans beaucoup de secteurs. Et encore, vous voyez, on n'est pas dépendant d'un autre pays. Regardez, avant l'eau on importait. On importait des mouchoirs, on importait des citernes plastiques. On fait des importations, mais quand on le fait ici, déjà le prix est moins. On n'est pas dépendant. Notre argent, ça circule dans le marché du Comore et ça crée des emplois. Et on n'est pas dépendant. Mais pourquoi Mohamed Devjani a choisi les Comores pour investir? Comores, c'est vraiment un bel pays qui vraiment attire les investisseurs. Déjà avec le ANPI qui nous facilite vraiment pour investir ici aux Comores. Il faut savoir que chaque investissement qui est accompagné à travers l'ANPI est assorti d'obligations en termes de création d'emplois. On demande à chaque investisseur de s'engager sur un nombre de créations d'emplois et on met en place des mécanismes de suivi et évaluation pour s'assurer que ces emplois soient créés. Donc on produit des chiffres sur la création d'emplois. Les derniers chiffres qu'on avait produits, on était à près de 1300 emplois créés par ces entreprises qui sont accompagnées par ces investissements qui se font. Et on continue à encourager ces investisseurs non seulement à s'établir, mais à créer de l'emploi local. Les Comoriens eux-mêmes ne sont pas en reste. Des entreprises locales transforment des produits agricoles en chips et en jus, contribuant à l'économie circulaire. C'est le cas de Jamil, un fervent partisan de l'entrepreneuriat aux Comores, avec passion. Il transforme les fruits locaux en délicieux jus naturels,
sans aucun additif. À chaque étape de sa chaîne de production, de l'achat des fruits auprès des agriculteurs à la mise en bouteille, son activité insuffle une dynamique positive à l'économie comorienne en valorisant les ressources locales et en soutenant l'emploi. Autre fait marquant de 2024, l'Union des Comores a intégré l'Organisation mondiale du commerce et la zone de libre-échange continentale africaine. 2 leviers pour booster les exportations de ses produits phares, la vanille, l'ilang-ilang et les clous de girofle. Cette adhésion à l'OMC permettra à notre pays de lutter beaucoup plus efficacement contre la pauvreté et le chômage, 2 des objectifs majeurs de notre politique économique et sociale, et cela grâce aux opportunités offertes par le développement du commerce. Nous sommes également convaincus que pour que le développement du commerce génère les bénéfices attendus, nous devons nous armer d'expertise, d'expérience, de courage pour réaliser les profondes et nécessaires réformes dans de nombreux domaines de notre secteur public et privé. En 2024, le Forum du dialogue secteur public-privé a réuni décideurs et entrepreneurs autour d'un objectif commun, bâtir une économie équitable et inclusive. Sous le haut patronage du président Azali Assoumani, cet événement a mis en lumière l'importance d'une collaboration renforcée entre les secteurs publics et privés. Il est essentiel de travailler ensemble pour examiner les défis auxquels font face nos chaînes d'approvisionnement et identifier les solutions innovantes pour réduire le coût et les prix des produits de première nécessité. Nous attendons également la définition des réformes nécessaires à la mise en œuvre efficace du partenariat public-privé que nous allons appeler toujours 3P. Sur les marchés en 2024, les étals sont bien garnis et les produits agricoles disponibles en permanence. Une amélioration notable. Mais pour beaucoup de Comoriens, ces produits restent peu accessibles. Le gouvernement a pourtant fait des efforts. 3 avancements indiciaires des salaires ont été réalisés en 2024, mais ils peinent à compenser le coût de la vie. Il y a eu une augmentation substantielle de nos salaires. Je crois que c'est une très bonne chose. Moi, j'ai toujours pensé que tout ce qui se passe, on doit remercier si ça a été bien fait. Et aussi, ce qui se passe de façon incorrecte, on doit aussi critiquer. Donc, ça, franchement, c'est une initiative à saluer. Et moi, personnellement, je salue cette initiative. Mais j'aurais aimé que le gouvernement aille un peu plus loin parce que, vous savez, le coût de la vie est très, très cher. Et par rapport à l'augmentation qui a été faite, je crois que ça va aider quand même. Mais franchement, j'aurais aimé que le gouvernement aille un peu plus loin. Entre initiatives locales et projets d'envergure, le pays trace sa voie vers un avenir promoteur. Les Comores font partie de ces pays qui se sont donné un cap d'ici 2030 d'atteindre les objectifs de développement durable et d'atteindre, c'est traduit dans notre plan national de développement par le terme émergence, la catégorie des pays émergents au sens économique du terme. J'aimerais dire qu'on est dans une dynamique. On a des chiffres intéressants au niveau de la croissance, mais si on peut faire mieux. Nous, on est assigné à une croissance accélérée. C'est-à-dire que comme on est plus en retard que les autres, pour qu'on voit des résultats, on doit aller plus vite que les autres. Et ça, c'est important de le dire, parce que parfois, la population ne ressent pas les résultats. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ça veut dire que sur la ligne d'arrivée, on était bien derrière les autres. Donc, pendant qu'on court pour rattraper les autres avancent aussi. Et c'est pour ça que peut-être on a le sentiment que rien ne se fait. Mais les chiffres sont là, les chiffres de la croissance sont bons, les chiffres des investissements sont bons. Nous les avons publiés à travers notre rapport, ils sont en hausse. Les dernières données disponibles, on était à plus 21% par rapport à la période précédente. Ce sont des bons chiffres, mais il faut qu'on travaille très 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 dur pour rattraper le retard. Et ça, on le sait, il faut qu'on en fasse encore plus, il faut qu'on en fasse encore davantage pour que la population ressente cela sur son quotidien. Et cette dynamique ne s'arrête pas là. Des infrastructures modernisées, des hôtels en chantier comme l'hôtel Galawa et des paysages à couper le souffle témoignent d'une transformation en profondeur.
Bon nombre de la diaspora regagne le pays pour investir dans bien 2 domaines. Plusieurs projets ambitieux s'implantent dans le pays pour rehausser l'économie. On peut citer des ateliers pour accompagner ces initiatives combien louables en Union des Comores. Le récit de Hassan Alifa. La contribution économique de la diaspora reste un point stratégique pour le développement dans le pays. Selon des données économiques, plus de 900 millions de francs comoriens sont injectés aux Comores à travers des activités socio-économiques. Ces fonds sont alloués à des projets de développement. Hussein Rosalie a fondé une entreprise spécialisée dans la production des dalles anti-humidité. Des moisissures partout, si vous regardez partout dans les maisons. Donc j'ai vu chez moi et des amis, il y avait des maisons donc, avec des murs noirs. J'ai dit, c'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Donc là, j'ai pris l'initiative d'étudier le problème. Donc d'aller en France, j'ai fait des études pour ça, pour trouver comment résoudre ce problème-là. Donc avec des amis français, et on a travaillé sur ça, avec les matériaux, les produits chimiques, les produits qu'on va utiliser pour faire des dalles et des parements qu'on peut utiliser dans les murs. Donc juste moi, je travaille sur le problème écologique carrément. Donc là, j'ai investi dans des machines et beaucoup de matières premières pour fabriquer ce produit-là, pour les vendre aux Comores. Il a pris l'initiative de retourner au pays pour s'investir dans le domaine de la construction. À plus d'une dizaine de jeunes ont été embauchés et travaillent en plein temps. Mes produits, donc, je vais payer moins cher parce que j'ai dit c'est pour aider le pays, pour aider la population, pour se couvrir à ces problèmes-là. Donc je fais le prix normal que n'importe qui peut acheter. Et avec ces produits-là, il n'y a pas besoin de la peinture. Donc rien du tout. Donc tu fais la taloche, juste même pas taloche, la brique même, tu colles le parement et c'est fini. Donc il n'y aura pas besoin de peinture à vie. Hussein Rosalie montre que le retour au pays peut s'accompagner d'une vision moderne et d'une volonté de changement positif. L'inclusion financière de la diaspora comorienne était au cœur de ce forum. Plusieurs stands et représentants des banques du pays ont été installés pour permettre aux membres de la diaspora d'ouvrir un compte bancaire et de discuter des sujets relatifs au développement. La diaspora comorienne, à travers sa contribution régulière dans les différentes activités socio-économiques du pays, est un acteur clé du développement du pays. Chaque année, la diaspora comorienne envoie aux Comores l'équivalent de 150 milliards de francs comoriens. S'il est vrai qu'une part de ces envois de fonds va vers des investissements sociaux et communautaires, mais plus de 80% de ces envois est destiné à la consommation et très peu de ces fonds de la diaspora est destiné à des investissements productifs. La journée d'aujourd'hui, qui sera dédiée exclusivement à l'inclusion financière, est une occasion d'intégrer la diaspora comorienne dans le secteur bancaire et financier du pays. Après la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État Azali Assoumani a visité des différents stands. L'ambassadeur de France en Union des Comores a mis en lumière l'impact économique positif de la diaspora dans le pays. On peut dire que les transferts financiers de la diaspora aux Comores sont au moins égaux. Alors, j'avais prévu de dire au moins égaux à la somme du budget de l'État et des décaissements annuels des différents bailleurs, BI et multilatéraux. Mais j'ai vu votre chiffre, monsieur le gouverneur, donc en fait c'est bien plus qu'une égalité, c'est supérieur. L'une des membres de l'Union des Sandouks a présenté les services proposés pour faciliter les transactions financières. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 agences reparties sur toute l'île de la Grande Comore. C'est déjà une facilité pour les Comoriens qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, on peut avoir une personne qui vit qui est en France, mais qui a de la famille, disons à Singani ou bien dans la région de Hamahame. Au lieu d'envoyer quelqu'un de Hamahame jusqu'à Moroni, elle peut facilement faire son opération, sa transaction ou ses activités bancaires justement dans sa région. Aujourd'hui, si vous voulez venir laisser de l'argent sur vos comptes bancaires, au lieu de venir à Moroni, en fait, on essaye de décentraliser et de permettre à tous les Comoriens d'ici et d'ailleurs de bien sûr pouvoir être dans cette inclusion financière justement.
Ce forum représente une étape cruciale dans le renforcement du lien entre la Banque centrale des Comores et la diaspora comorienne. La Banque centrale des Comores vise à renforcer l'implication des communautés de la diaspora dans le développement économique du pays. Nous sommes satisfaits parce que ce que nous avons recherché dans cet événement, ce n'était pas le nombre d'ouvertures de comptes, mais c'est plutôt le message. Donc le message est bien passé, tant au niveau intérieur qu'au niveau de la diaspora. Et nous allons continuer à mener cette campagne d'éducation financière pour que notre objectif d'atteindre 50% de taux de bancarisation soit une réalité d'ici la fin de l'année prochaine. Ce qu'on peut dire comme résultat, c'est que nous avons recueilli beaucoup de doléances qui nous permettront d'améliorer les demandes de la diaspora en matière d'ouverture de compte. Donc nous allons faire en sorte à ce que ces doléances, tant au niveau de l'innovation technologique que d'ouverture de compte elle-même, que ces demandes soient exaucées soit par la Banque centrale ou les autres institutions comme Anertic, Anaden et aussi l'État. Les travaux de cette réunion de restitution étaient basés sur 4 points essentiels. Un service distingué de la diaspora. L'atelier en question avait regroupé des représentants de la diaspora, le secteur privé, des représentants également des institutions étatiques et des membres de la société civile. C'est pour justement encadrer et rassurer la diaspora sur les questions relatives à l'ouverture d'une entreprise dans le pays. Que le commissariat fonctionnait effectivement dans un aspect qui n'était pas effectivement soudé. Et le ministère, le gouvernement et nos partenaires techniques et financiers ont jugé nécessaire effectivement de mettre en place un dispositif d'accompagnement qui réponde aux préoccupations et aux revendications, aux doléances, aux besoins propres de la diaspora. Pour restituer les travaux que nous avons faits, mais aussi proposer un cadre organisationnel du commissariat chargé de la diaspora pour qu'il puisse accompagner, assister, orienter les initiatives de la diaspora dans le développement national. La société Gamma consultée d'assurer la consultation avec l'accompagnement des experts et partenaires techniques et financiers avec l'expertise France. En tout cas, que tous les travaux qu'on réalise aujourd'hui vont très vite être implémentés ici parce que, en tout cas, on sait que la diaspora est de plus en plus motivée à rentrer. Moi-même, je rencontre beaucoup de membres de la diaspora qui viennent vers nous parce que on investit, on est au cœur même de l'investissement immobilier avec notre agence qui est implantée en France et les diriger vers une structure comme le commissariat, c'est vraiment très très positif. Certains jeunes de la diaspora souhaitent revenir au pays pour s'investir malgré les obstacles administratifs. Les Comores, longtemps confrontés à des délestages électriques, les autorités ont changé la donne en optant pour l'énergie solaire. Cette transition énergétique sert à autonomiser le secteur pour le bien-être de la population. Le gouvernement a lancé plusieurs projets ambitieux et axé principalement à l'installation des centrales solaires. Celle de Mitsamiouli a été inaugurée en 2024. Les précisions du Shafa Oumarouf. Les Comores, illuminés par le soleil, une révolution énergétique en marche. Le 23 décembre 2024, la centrale solaire Al Maktoub de Mitsamiouli a été inaugurée par le président de la République, Azali Assoumani, d'une capacité de 5 MW. Cette infrastructure alimente déjà plus de 5 régions. De Bankou à Itsandrayadjou, en utilisant seulement 3 MW de sa puissance totale. Réalisés par la société française Innovant, les travaux de cette centrale avait démarré en 2022. Cet événement marque une étape cruciale pour le pays. Les délestages chroniques qui perturbent particulièrement le nord de l'île d'Ungazija commencent à devenir un lointain souvenir grâce à cette initiative. C'est un projet que la plupart des gens pensaient que c'est un projet qui ne se réalise pas. Mais aujourd'hui, on voit que le projet a été réalisé. Et nous sommes fiers. Et nous pensons que la région de Mitsamiouli-Mboudé, ainsi bien que Mbrankou Mahame, le problème d'électricité est derrière nous. Alhamdulillah.
Mitsamioli suit le chemin de Fomboni qui a permis de démontrer que le solaire aux Comores, ça fonctionne. Et de fait, aujourd'hui, grâce à la combinaison d'une volonté politique puissante et toujours réaffirmée et de la technologie, les femmes et les hommes de Mitsamioli et de sa région ont de l'électricité. De l'électricité en permanence, on peut s'en faux, c'est déjà énorme et on pourrait s'arrêter là. Mais ça n'est pas tout. Un premier bienfait, c'est ce que tout cela coûte. Déjà maintenant, mais encore plus une fois que les investissements consentis par Innovent auront été amortis, Innovent vend et vendra son énergie à la Sonelec à très bas prix, ce qui devrait à terme permettre à l'État de récupérer des marges de manœuvre significatives. Avec une énergie solaire, on parle bien sûr de respect de l'environnement, mais aussi de bien-être des usagers, de santé publique. Le solaire est non polluant et en tout cas incomparablement moins polluant que les hydrocarbures, de pouvoir d'achat des Comoriennes et des Comoriens et de maîtrise des finances publiques. À Chomoni, dans la région de Ouachili, une centrale solaire d'une capacité de 6,3 MW est en cours d'installation. Ce projet, confié à la société libanaise Ecosys avec le soutien d'Abu Dhabi, a démarré le 26 août 2024 et devrait être achevé en janvier 2025. Avec une inauguration prévue en février, cette centrale permettra de fournir une électricité stable à une région particulièrement touchée par des délestages, favorisant ainsi le développement économique et le quotidien des habitants. De l'est à l'ouest, du nord au sud, vous voyez qu'il y a des employés qui se sont engagés à l'œuvre des travaux. Donc c'est encore promettant. Ce rythme de travail, nous pourrons être dans le délai. Le délai qu'on s'était fixé, c'est vraiment le mois de janvier. Inch'Allah, nous pensons que la mise en service de ce site, de cette centrale, va contribuer beaucoup à la stabilité de l'énergie. En parallèle, la Société nationale d'électricité des Comores, Sonelec, en partenariat avec le projet d'accès à l'énergie solaire aux Comores, a entrepris de moderniser le réseau électronique national. Dès le 1er octobre 2024, des compteurs intelligents, STS, ont été déployés. Une campagne qui va durer 1 an. Ces nouveaux équipements permettent aux utilisateurs de recharger leur électricité à distance via des services mobiles comme Mvula, Hurimone ou Holo. Ils aident également les ménages à mieux maîtriser leur consommation énergétique. Malgré ces avancées, la Sonelec reste confrontée à des défis internes. Le 22 octobre 2024, le directeur général, Salih Mohamed Chenaïd, a démissionné après 4 ans de service, invoquant l'absence de solutions face aux difficultés économiques de l'entreprise. Cette décision a surpris la population, mais les projets en cours témoignent de la résilience et de l'engagement de l'institution. Il me semble évident que la Sonelec a besoin d'un nouveau souffle, un besoin de se redynamiser pour renforcer l'existant et affronter les défis à venir. Après mûre réflexion, je pense qu'il est temps pour moi de passer l'ANA. J'ai donc adressé ma lettre de démission au président de la République et qui a bien voulu l'accepter. Cette décision est motivée par le constat suivant. Malgré l'engagement sans faille et le nombreux progrès accomplis par la Sonelec durant ces 4 années, certains défis persistent et ont un impact sur la continuité du service et la satisfaction de nos clients. Alors, bien que convaincu du potentiel de la Sonelec et de la justesse des projets mis en place pour la transition énergétique du pays, il me semble responsable de reconnaître que malgré mes efforts, mon engagement et ma volonté à réussir certains objectifs n'ont pas été atteints comme souhaité et j'en tire les conséquences. L'année 2024 symbolise l'engagement des Comores en faveur des énergies renouvelables, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique et à l'autosuffisance énergétique. La construction de centrales photovoltaïques dans notre pays est la traduction de la volonté du gouvernement de respecter les engagements internationaux qui, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat et de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, encouragent la diminution
des gaz à effet de serre au niveau mondial. Bien que les émissions de ces gaz soient très limitées dans notre pays, nous nous faisons l'honneur de contribuer à l'effort international de lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons ainsi mis en œuvre dans notre pays une politique tournée, certes, vers les énergies renouvelables, dont le photovoltaïque et la géothermie pour la production d'électricité et la diminution de l'usage du bois de chauffe. Bien que des efforts restent à fournir, ces projets solaires représentent un pas significatif vers un avenir plus durable pour l'archipel. Avec intensification des initiatives énergétiques, les Comores aperçoivent enfin une issue durable à leurs défis électriques. Le gouvernement a mis l'accent sur les infrastructures de base en 2024. C'est en effet pour redorer l'image du pays. Beaucoup ont été réalisés et les citoyens ont affiché une note de satisfaction parce qu'elles permettent, pour ainsi dire, de faciliter la circulation des biens et services. Saïd Madi Abdoumagaga. En marge du passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel des Comores, en plus particulièrement l'île comorienne de Mayotte, le 14 décembre 2024, le pays a enregistré des avancées considérables en matière de développement et notamment au niveau des infrastructures de base. Dans ce secteur, le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour la construction des routes dont le but est de faciliter la circulation des biens et services. La BAD, l'année dernière, a été cotée la meilleure banque du monde en financement et surtout en transparence. Ici à Moroni, nous avons dit et écrit que la Banque mondiale c'est notre partenaire financier. Mais l'année prochaine, c'est la BAD qui sera notre premier financier au pays. Non seulement l'année, mais par rapport aux perspectives, mais la BAD sera un partenaire permanent des Comores aujourd'hui et demain et après-demain, Inch'Allah. Il y a une preuve que je vais vous le dire. Lorsque nous avons signé ce projet de la route de Moroni-Fumbouni, c'est la BAD qui finançait le projet. L'appel d'offres a été lancé, une société française qui s'appelle Eiffage a eu l'appel. On lui a donné les travaux. Il a commencé les travaux, Covid s'est invité, ils nous ont dit qu'il faut qu'on paye les mois qui n'ont pas travaillé parce que ce n'est pas leur faute, c'est la faute de Covid. Moi je leur ai dit, mais le Covid c'est la faute à moi? Non, c'est pas moi qui ai demandé au Covid de venir. Et là on était en tiraillement, il n'y avait qu'une solution, porter plainte à cette compagnie. Mais Adesina qui est présent, il m'a dit, attention Azali, on nous a dit, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je vous le dis, la BAD a intervenu à l'amiable, il a payé à la société Eiffage pour que nous, on ne pose pas plainte contre la société. Ça, c'est un acte à remercier et à saluer. Dans ce cadre, on peut citer parmi tant d'autres le tronçon de route Mitsuje-Fumbouni enrobé est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 9 693 848 973 de francs comoriens. On enregistre également la réhabilitation de la route au Mitsamudu-Sima de 17 km financée par hauteur de 6 46 54 809 de francs comoriens par la dite institution régionale et celle de Wanani-Nyumashua financée à hauteur de 6 milliards de francs comoriens. Moi, de ma part, j'avais très peur de cette roche. Dieu merci, alhamdoulilah balamina. Le gouvernement a fait ce qu'il fait sur la route entre Mutsamudu-Sima. Vraiment,
on est fiers avec la route. Afin d'accompagner les préparatifs des Jeux des îles de l'océan Indien prévus en 2027 en Union des Comores, le gouvernement n'a pas fait dans la même mesure pour la mise en chantier de plusieurs travaux dont nombreux sont en cours de réalisation. On peut citer parmi tant d'autres les travaux d'extension de l'aéroport international de Comores, les travaux d'extension de l'hôtel Golden Tulip à Itsara, la construction du village de Jeux des îles de Maluzini et enfin la piscine et le gymnase olympique qui sont en phase de construction à Mitsuji. Certaines personnes sont sceptiques plutôt, estimant impossible pour notre pays de s'équiper en infrastructures sportives pour accueillir ces Jeux. Nous acceptons de relever le défi. Un défi que nous sommes convaincus de pouvoir relever parce que nous savons pouvoir compter sur les milliers de jeunes hommes et femmes de notre pays qui, chaque jour, démontrent l'envie de continuer à travailler avec nous pour l'épanouissement socio-économique de notre pays. Nous acceptons de relever le défi car ce seront les Jeux de la jeunesse comorienne. Nous acceptons de relever le défi aussi parce que grâce à une diplomatie pragmatique et visionnaire, le président de la République, son Excellence Azali, a réussi à convaincre nos partenaires à nous accompagner. Grâce au leadership et à l'engagement personnel du président Azali, la République populaire de Chine, à travers son président Xi Jinping, a donné son accord pour le projet de construction d'un gymnasium multifonction de 2000 places et d'une piscine olympique de 1000 places, comprenant aussi une zone commerciale, un parking et une zone verte autour des installations. En se basant sur les travaux en cours pour le développement durable du pays, les locaux de la présidence et ceux de la radio et télévision des Comores, ORTC, ont été réhabilités par les locataires de ces institutions pour une belle image du pays. Cela démontre une fois de plus l'esprit qui anime les dirigeants animés de bonne foi pour le rayonnement du pays. Beaucoup de réalisations ont été enregistrées dans le secteur agricole en 2024 pour un seul et unique but, l'autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, le gouvernement et ses partenaires ont déployé leurs efforts pour accompagner les agriculteurs à travers de multiples projets et remise des outils agricoles modernes aux acteurs du secteur pour booster les récoltes. On fait le point avec Salima Ahmadali. L'année 2024 a été marquée par des projets concrets soutenus et financés par les partenaires au développement du pays pour améliorer l'agriculture, l'un des piliers du développement du pays. On peut citer l'acquisition des équipements tels que 11 décortiqueuses et broyeurs de maïs, 13 mototricycles pour la transformation des produits agricoles et semences. Décortiqueuses de maïs et d'un premier lot de 52 tonnes de semences résilientes de pommes de terre sur les 250 tonnes financées par la Banque africaine de développement. Qu'il me soit permis tout d'abord d'exprimer mes remerciements les plus sincères à cette importante institution africaine pour l'appui et le soutien multiforme au développement de l'Union des Comores. La remise de ce matériel et les semences résilientes de pommes de terre s'inscrit dans le cadre de la coopération agricole entre la BAD et le gouvernement comorien à travers mon département, en particulier dans la mise en œuvre du plan Comores émergent initié par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, et constitue une des réalisations du projet AEFPF Comores, projet d'urgence d'appui à la production agricole. Moi, ce que je veux dire aux paysans, c'est de se préparer parce que vous savez très bien qu'actuellement, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons eu l'occasion de trouver des outils modernes pour augmenter la production au niveau local.
et aller jusqu'à l'envoyer à l'extérieur. Donc avec la quantité augmentée, donc on doit augmenter les mains d'œuvre au niveau des paysans. Donc il doit être prêt pour les préparations de ces semences et de garder bien les semences qui sont là pour qu'on puisse améliorer. L'acquisition des tracteurs et ses accessoires ainsi que des motoculteurs destinés aux agriculteurs de différents CRDE des îles figurent parmi les actions réalisées en 2024. Ces équipements ne visaient qu'à moderniser l'agriculture et faciliter les activités quotidiennes des agriculteurs. Nous avons pris l'engagement au nom du gouvernement comorien d'améliorer les techniques agricoles, particulièrement la mécanisation agricole, mais aussi améliorer les rendements. Pour améliorer les rendements, il faut absolument des matériels sophistiqués, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui vont être redéployés au niveau des SRDE pour servir les producteurs. Autrement dit, ces SRDE vont être localisés au niveau des bassins de production pour que chaque demandeur ou demandeuse, il y aura forcément des femmes agricultrices qui ont besoin d'utiliser ces matériels, vont avoir la possibilité d'utiliser ça au lieu d'utiliser tout simplement des scies. Nous voulons moderniser l'agriculture comorienne, donc nous allons continuer de façon évolutive. Autrement dit, on ne va pas venir tous les matériels en même temps, mais nous allons continuer point à point et accompagner aussi les formations au niveau de ces régions pour être sûr et certain que ces matériels seront assurés en termes d'efficacité, mais aussi de durabilité de travail. Aujourd'hui, je n'ai à dire que merci beaucoup et à nous de prendre bon usage, mais on demande aussi que ces techniciens viennent nous former comment utiliser ces machines, parce que ce sont de nouvelles machines qui sont venues, on ne sait pas comment les utiliser, leur entretien aussi, et je réitère toujours le remerciement au gouvernement comorien. L'année écoulée a été marquée par plusieurs foires nationales mettant en valeur les produits locaux et répondant aux besoins de la population en matière des produits alimentaires. Des tonnes de produits ont été exposées, permettant ainsi à la population de s'approvisionner en produits locaux à des prix abordables. Les stands dressés à cette occasion ont été pris d'assaut par la population. Mon point de vue, je crois que cette foire vient de nous faciliter car les autres marchés vendent très cher et celle-ci, c'est favorable. Aujourd'hui, il s'agit de l'organisation d'une foire agricole dans le but de venir commercialiser surtout la pomme de terre qu'on a sorti les semences il y a 3 mois, au mois de juin. Nous avons appuyé nos producteurs à travers le financement du ministère de l'Agriculture avec nos partenaires de la Banque africaine de développement dans le cadre du projet d'appui à la production agricole. C'est un projet d'urgence qui a été financé et qui va nous servir à relancer le secteur agricole en produisant des produits à cycle court comme la pomme de terre, le maïs et puis la volaille également. Autre point stimulateur du secteur, la tenue du concours du plan d'affaires qui a subventionné 189 lauréats, dont 84 dans le secteur agricole et 56 dans l'élevage. Donc, on a commencé il y a 5 ans, mais c'était petit. On avait à peu près 3 employés pour notre transformation de ces épices. Mais on a eu des problèmes sur les canettes et aussi les Covid. Notre chiffre d'affaires était très bas. J'ai postulé le dossier et le dossier a passé. Alhamdulillah, dans la mine. On m'a inscrit parmi les lauréats, j'ai eu. On m'a donné 21 750 000. Donc avant, j'avais 3 personnes pour 3 employés. Maintenant, j'ai 5 employés. Nous avons commencé à produire l'huile de moringa et la poudre. Mais avant, c'était un peu difficile. J'avais des manques des équipements, des manques financiers. Grâce au projet PIDC, ça m'a permis d'acheter les équipements nécessaires pour développer mon entreprise. Les fonds que nous avons reçus nous ont permis d'acheter les machines pour installer l'usine et dans la suite
nous allons essayer d'évoluer avec les fonds qui seront générés dans l'activité. Nous allons essayer de rajouter petit à petit d'autres produits à travers la tomate, mais aussi avec d'autres fruits. Et nous sommes capables de mettre en place. Autre événement marquant l'année 2024, c'est la distribution de 188 000 lianes de vanille aux 1374 producteurs de la vanille au niveau des îles. Un geste symbolique visant à booster le secteur en vue d'augmenter la croissance et permettre aux bénéficiaires de relever les défis quotidiens. L'idée n'est pas simplement de livrer des lianes, mais c'est de suivre l'utilisation de ces lianes. C'est tout l'objet du projet FIDEV. C'est vraiment un suivi très précis de l'évolution des activités. Nous avons des systèmes de suivi et évaluation. Nous aurons une revue à mi-parcours très prochainement. Comment accompagner les producteurs, accompagner les CRDE, accompagner le ministère dans la mise en œuvre de ces activités pour qu'elles soient productives, le plus productives possible. Au niveau de l'élevage, l'année 2024 a été marquée par la distribution de 160 000 poussins au niveau des CRDE et aux différents éleveurs pour structurer la filière et intensifier la production animale, une manière d'accompagner les jeunes à la création d'emplois. Le domaine de la pêche a été triomphé par l'acquisition de 3 bateaux patrouilleurs qui joueront un rôle clé dans la sécurité maritime avec des missions variées comme la lutte contre la pollution, la piraterie et les trafics illicites. Ce don reflète le partenariat solide entre Tokyo et Moroni. La remise de ces vedettes s'inscrit dans le cadre d'un projet initié en 2019 dans le cadre du plan Comores émergent, conçu sur mesure en tenant compte des besoins spécifiques des Comores. Elles peuvent atteindre une vitesse de pointe de 80 km/h, un atout essentiel pour les défis maritimes de la région. Le projet s'inscrit également dans le cadre d'un Indo-Pacifique libre et ouvert, communément appelé FOIP, promu par le Japon et dont l'Union des Comores est un partenaire important. Dans l'intérêt des générations futures, il est nécessaire de maintenir et de renforcer un ordre international libre et ouvert fondé sur l'état de droit et de garantir la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde. Nous avons très sincèrement le courage de dire merci à la coopération japonaise pour nous avoir épaulés jusqu'à aujourd'hui par rapport à ce matériel qui va sécuriser nos ressources et aussi sécuriser nos personnels, autrement dit les pêcheurs. Lors de son discours de fin d'année sur l'État et les réalisations de l'année 2024, le président de la République, Azali Assoumani, a énuméré quelques actions réalisées dans le domaine de l'agriculture, la pêche et l'élevage pour que le pays arrive à atteindre une autosuffisance et une sécurité alimentaire. L'année 2024 a été marquée par différentes initiatives prises par le gouvernement en faveur du secteur productif et de la pêche et l'agriculture. Il s'agit notamment de la construction et de la réhabilitation des pistes rurales, de la fourniture d'équipements agricoles, de la signature de contrats de subvention avec l'Union de la Chambre industrielle et de l'économie et les 3 chambres consulaires pour renforcer les capacités d'appui au développement de la commercialisation des produits nationaux. Et c'est ainsi qu'en matière de gouvernance, des contrats ont été signés pour l'acquisition d'équipements en faveur de la Direction générale des ressources halieutiques afin de faciliter la mise en œuvre de leurs activités. Le cadre juridique sur les spécificités techniques de la pêche a été amélioré et des initiatives ont été mises en œuvre pour appuyer, structurer, former les membres de ces coopératives et renforcer la protection de l'environnement dans les 3 îles. En la matière, notre objectif est l'autosuffisance alimentaire aux Comores à travers des investissements stratégiques
et la participation active de tous les acteurs concernés et surtout par nos jeunes. Et dans ce secteur, 3500 nouveaux emplois ont été créés en 2024 par les entreprises, avec les subventions de l'État à travers des appels à projets. Ceci vient consolider les résultats enregistrés les années précédentes en matière d'entrepreneuriat et de création d'emplois. En effet, de 2016 à 2024, 16 000 entreprises ont été créées, suivant le nombre d'entreprises enregistrées au registre de commerce. Parmi les réalisations enregistrées au cours de l'année 2024, plus de 170 tonnes de patates douces et plus de 225 tonnes de pommes de terre ont été récoltées par les paysans de différents CRDE de Ngazidja, ce qui montre que le pays est en mesure de s'autosuffire en produits alimentaires pour lutter contre l'exportation de ces produits à l'étranger. L'année 2024 a été aussi marquée par un tournant décisif pour le secteur numérique aux Comores, avec des avancées majeures qui consolident la position du pays sur la voie de la transition digitale, du changement d'identité de Telma Comores à la puissance de l'inclusion numérique et financière, en passant par des événements clés comme le Salon de l'économie numérique. ICAM Ben Saïd Hassan nous fait le point. 2024 a été une année riche en initiatives numériques aux Comores, consolidant la position de l'archipel dans son but de s'intégrer pleinement à l'économie numérique mondiale. On débute par la 3e édition du Salon de l'économie numérique, placé sous le haut patronage du président de l'Union des Comores, qui a été l'un des événements phares de l'année. Ce rendez-vous a mis en lumière des projets structurants tels que la gestion du domaine national.km, la plateforme unique du citoyen regroupant les services administratifs numériques, ainsi que des débats essentiels sur l'éthique numérique et l'impact des réseaux sociaux. Cette édition du Salon de l'économie numérique est placée sous le thème de la production et de la sécurité de l'information grâce au numérique. Le programme du Salon est riche et aborde des enjeux majeurs, ainsi que les dangers et dérives des réseaux sociaux. Je suis content de voir que les débats ont inclus des réflexions sur les sanctions en matière de cybercriminalité, un sujet essentiel dans notre contexte actuel. J'apprécie également le fait qu'une journée d'orientation a été dédiée au métier du numérique avec pour ambition d'inspirer notre jeunesse et de la préparer à s'impliquer activement dans ce secteur en pleine expansion. L'ANADEN a présenté lors de ce salon plusieurs initiatives clés pour la transformation numérique du pays. Cet engagement se traduit par les projets structurants menés par l'ANADEN qui œuvre à des initiatives ambitieuses visant d'ici 2025 à transformer le paysage numérique des Comores et à en faire un acteur majeur de l'écosystème numérique régional et international, notamment la mise en place d'un bureau d'enregistrement du .km, la mise en service du centre d'hébergement des données de l'administration publique, la remise en service de la messagerie électronique de l'administration, la mise en œuvre du projet PADEC. Ces initiatives portées par le gouvernement traduisent notre ambition de renforcer la souveraineté numérique des Comores. Le ministre de l'Éducation présent au salon a mis en lumière les opportunités qu'offre le numérique pour transformer le système éducatif comorien. Il est urgent d'orienter nos actions dans la formation des jeunes et de nos forces de l'ordre dans la lutte contre la cybercriminalité. Il en est de même de technologies disruptives comme l'intelligence artificielle qui façonnent au quotidien et dont leur maîtrise est indispensable pour le développement de notre pays. Avec la clôture de cette 3e édition, le salon. Parmi les autres faits marquants, le changement d'identité de Telma
en YAS a illustré une volonté d'unité et d'innovation, renforçant le rôle de l'opérateur comme moteur de connectivité aux Comores et sur le continent africain. Avec 41 millions d'utilisateurs à travers le continent, YAS se positionne comme une entreprise résolument panafricaine, investissant massivement dans des infrastructures modernes et accessibles. Nous avons donc prévu cet événement pour affirmer l'identité de la marque. Alors la marque, c'est un YES avec force, énergie et enthousiasme. YAS appartient au groupe Axian Télécom, qui a la même marque dans toute l'Afrique. Ça nous donne une force de frappe très importante et on va profiter de cette force pour s'appuyer sur les leviers des Comores, avec notamment un taux de smartphone très important, beaucoup plus important qu'ailleurs. Ça va donc faciliter l'accès à la formation et à l'inclusion digitale et numérique de tous les Comoriens. Et nous allons lancer de grands programmes, y compris des programmes de responsabilité sociale, comme le programme Saroumaya, qui est un programme d'entrepreneuriat féminin qui sera inauguré mardi prochain. L'opérateur historique Comores Telecom a quant à lui réalisé des avancées significatives dans plusieurs domaines du numérique, notamment avec le lancement en juillet dernier de la puce eSIM, une solution électronique permettant de se passer de la carte SIM physique pour adopter une approche 100% numérique. Au sein de Comores Telecom, nous avons initié des objectifs, un plan d'action, une vision qui consiste à mener le Comorien vers le plus haut niveau d'expérience du numérique. C'est une vision, mais aussi nous avons essayé de travailler avec le personnel pour instaurer un sens de responsabilité. Il y avait des coupures permanentes, que ce soit au sud, au nord. Et ensemble, avec toute mon équipe, nous avons essayé d'apporter une stratégie technique pour régler ces problèmes-là. Donc nous pouvons déjà considérer que notre réseau est beaucoup plus stable. Il y a eu une deuxième phase qui consistait à faire des optimisations. Donc cette optimisation nous a permis de constater qu'il y a une augmentation du trafic, surtout au niveau de la 3G et 4G, qui s'élève à un peu plus de 18%. Lors de la présentation du rapport annuel de l'ANERTIC, force était de constater que Comores Telecom avait quand même jusqu'à plus de 70% de satisfaction au niveau du réseau, surtout à commencer par Ngazija. Les perspectives d'avenir, c'est surtout stabiliser le réseau. Donc, comme vous le savez, cette année, nous avons aussi lancé des nouveaux services, des services eSIM, mais aussi bien sûr avec l'offre Foranet. Donc cette année 2025, il y aura une nouvelle image de Comores Telecom. Par ailleurs, le forum de l'e-commerce, centré sur l'inclusion numérique et financière, a permis de mettre en lumière des solutions comme Cartalis et Cartapay, des applications facilitant l'accès aux services bancaires mobiles. Nous en sommes convaincus qu'il y aura un avant et un après, et que nous sommes dans une nouvelle phase de notre histoire. En tout cas, nous sommes dans une nouvelle phase de l'économie numérique dans le pays. Et nous en sommes très fiers. Il y aura un avant parce qu'aujourd'hui, avec Cartapay qui vient amorcer une nouvelle phase dans les paiements digitales à travers Rolo Invola, avec Comores en ligne, avec sa nouvelle marketplace en full API qui est capable aujourd'hui de connecter tous les systèmes d'information. Aujourd'hui, on a vraiment vu un engouement autour des instances de numérique du pays, autour de l'e-commerce. Ce qui veut dire que demain, lorsqu'on va parler d'e-commerce dans la rue, les gens comprendront qu'en fait, c'est soutenu par les plus hautes instances du pays. Parmi les initiatives phares présentées, 2 applications facilitant l'accès aux banques mobiles Cartalis et Cartapay se sont distinguées comme des solutions concrètes pour favoriser l'inclusion financière. Cartapay, c'est une révolution pour nous chez nous au Comores. On n'a jamais eu ce genre d'outils de paiement avant. Donc aujourd'hui, on est dans un monde du digital et comme on le sait dans le monde entier, tout se passe par le digital. Donc ce qui permettra à tous les Comoriens qui sont ici aux Comores, qui n'ont pas accès à des cartes bancaires, de pouvoir directement payer leurs achats en ligne, parce que Cartapay, c'est l'outil de paiement et Comores en ligne, c'est l'outil pour pouvoir faire les achats, afin de permettre à tout Comorien, que ce soit ici aux Comores, de pouvoir faire les achats sereinement, avec confiance. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale de développement numérique a réitéré l'engagement de son institution à soutenir ces initiatives. Je tiens à rassurer
mais les jeunes de Comores en ligne, que l'ANADEN se tient et se tiendra toujours à votre disposition, mais aussi à la disposition de tout citoyen dont l'initiative peut aider à faire avancer notre pays, et plus particulièrement dans le secteur du numérique. L'événement de ce matin, dont j'ai l'aubaine de prononcer ce mot à l'issue de cette cérémonie inaugurale, s'inscrit parfaitement dans cette vision globale de l'État comorien, dont les priorités de développement sont fixées au-delà de la stratégie Comores numérique 2028 par le plan Comores émergent Horizon 2030, l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations unies. Simultanément, le forum 10 000 codeurs a mobilisé les jeunes et les adultes en reconversion autour du métier du numérique, soulignant l'importance de former une nouvelle génération de professionnels pour accompagner la transition digitale. C'est un forum qui est organisé en simultané dans plus de 100 territoires, 25 pays dont les Comores. Quand je dis en simultané, là, aujourd'hui, on l'a lancé ici à Rotage à Moroni, dans le même timeline. Il est aussi lancé au Sénégal, aussi lancé au Bénin, au Mali, etc. Notamment, nous avons 4 ateliers aujourd'hui, atelier entrepreneuriat, développement personnel, métier du numérique et développement durable. Donc ces jeunes qui vont être présents aujourd'hui vont pouvoir bénéficier de ces conseils précieux. Notamment, je cite une grande dame, Madame Najati Swadiki de l'ANPI, et je peux en citer d'autres. En 2024, les Comores affichent clairement leur ambition de devenir un acteur clé de l'économie numérique africaine. Les initiatives et événements de cette année témoignent d'un engagement collectif pour bâtir un futur connecté, résilient et inclusif où le numérique est un levier essentiel de développement. Et le 19 octobre 2024, l'Office de radio et télévision des Comores ORTC a accueilli Fatima Hamada, ministre de l'Information en charge de la promotion du genre et porte-parole du gouvernement. Une cérémonie en son honneur a été organisée par la direction générale de l'ORTC qui avait rassemblé les anciennes et nouvelles figures de la chaîne nationale ainsi que des personnalités gouvernementales. Les précisions d'Ikam Ben Saïd Hassan. La visite de Mme Fatima Hamada, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement le 19 octobre dernier, revêtait une forte dimension symbolique. En effet, une grande cérémonie en son honneur a été organisée par la direction générale de l'ORTC. Tout le personnel ainsi que des anciens directeurs généraux de l'office étaient présents, parmi eux l'actuel secrétaire général du gouvernement. L'accueil a été marqué par une ambiance chaleureuse et solennelle où les collègues et collaborateurs ont tenu à exprimer leur fierté de voir l'une des leurs atteindre de telles responsabilités. Une visite des locaux a également été programmée permettant à la ministre de découvrir les progrès réalisés dans l'office depuis son départ. Les nouvelles installations, les améliorations techniques et les initiatives en cours ont été mises en avant, symbolisant les efforts constants de l'ORTC pour moderniser ses services. Avant de gravir les échelons de la sphère gouvernementale, elle a passé plus de 20 ans à l'ORTC où elle a débuté en 2003 comme stagiaire. Recrutée officiellement en 2005, elle a occupé plusieurs postes avant de devenir journaliste et présentatrice du journal télévisé. Son professionnalisme l'a hissée au poste de chef d'édition. En 2024, tous ses efforts ont été récompensés, passant de chef d'édition à l'ORTC à ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement. Une nomination et un parcours inspirant pour ses anciens collègues. Lors de son allocution, la ministre a exprimé son profond attachement à l'ORTC et sa volonté de soutenir le média national dans sa quête de modernisation. Parmi les priorités annoncées, l'obtention d'un statut institutionnel figure en bonne place. Pour le directeur général Ablania Soumani, cette visite était aussi une occasion de rappeler les excellentes relations que la ministre entretenait avec l'ensemble du personnel lorsqu'elle exerçait comme journaliste au sein de l'ORTC. Cette visite était de recevoir un de nôtres dans notre institution, qui est aussi une femme et qui est aussi quelqu'un qui a toujours cru à ses différentes missions depuis qu'il était à l'ORTC. De journaliste à ministre, il a quand même franchi pas mal d'étapes, mais elle a toujours cru. Effectivement, ses collègues
de l'ERTC à qui on s'entendait super bien. Ils avaient tellement hâte de la recevoir ici. Madame Fatima a toujours été clément auprès de tout le monde, ce qui fait que tout le monde avait hâte de la recevoir ici, de partager ce moment. Je souligne que depuis qu'elle a été nommée, ça fait 100 jours, elle a fait le choix de venir fêter ces 100 jours ici pour nous rassurer de son soutien. La cérémonie s'est conclue par une remise symbolique de cadeaux pour féliciter son parcours exemplaire. La visite de Mme Fatima Hamada à l'ERTC a été l'occasion de célébrer un parcours exemplaire tout en réaffirmant les liens indéfectibles entre le média national et ceux qui y ont laissé leur empreinte. Et c'est ainsi que se termine cette revue annuelle qui consistait à vous faire vivre et revivre les événements et à marquer l'année 2024. Merci à vous tous pour votre fidélité. Excellente soirée à vous tous et bonne et heureuse année 2025. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.